tout le monde, ici Michel Terrien, bienvenue à Les Petites Vues, votre ciné-magazine hebdomadaire sur le web. Oui, de retour comme un bon remake ou une bonne suite, parce qu'aujourd'hui on vous parle de films d'horreur à l'occasion de l'Halloween et je suis en compagnie de... Ah! Un coup de tabarouette, vous m'avez fait peur, vous autres. En compagnie de Stéphane Soucy et de Gary Chéry. Pourtant, je n'avais pas mon masque. Non, justement, vous auriez dû peut-être en mettre Mon père a eu un. la même réaction quand je suis venu au monde. Aujourd'hui, on va faire un décompte de 10 films que nous avons préférés dans les films d'horreur. Il y en a vraiment une panoplie. C'est pas évident de faire des choix là-dedans. Et je suis convaincu qu'à la maison, les gens vont dire « Ah, ben oui, vous n'avez pas mis celui-là, il est aussi bon. » Mais justement, quand vous aurez terminé de nous écouter, pas avant, énervez-vous pas, vous pourrez aller faire, ben oui, décliner vous aussi les films que vous aimez, que vous préférez. Et peut-être que vous ne serez pas d'accord aussi avec notre liste. C'est ce que vous verrez après que nous ayons terminé d'en discuter. Exactement. Voilà. Donc, on va commencer. Oui. Notre premier film, notre première suggestion, s'en va en 1920. Oui. Pour le film Le cabinet du docteur Caligari. Oui, exactement. Et c'est pas parce que les films sont vieux ou anciens ou même s'il y a un peu de grain dedans, qu'ils ne sont... Oui, ben, il y en a un petit peu de grain, ça dépend de la version sur laquelle vous allez tomber, qu'ils ne sont pas bons. Vraiment, c'est un film. D'abord, premièrement, il faut savoir que parmi peut-être nous trois, je suis peut-être le plus maniaque des films d'horreur, je crois bien. Donc, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu vraiment beaucoup. J'ai même couvert le cinéma d'horreur à une certaine époque pour le Journal de Montréal. Et je peux dire que j'avais vu probablement vraiment peut-être des milliers de films d'horreur avant de voir celui-là. Et ce n'est pas parce que j'en ai vu beaucoup que je n'ai pas été surpris par le cabinet du docteur Caligari. D'abord, c'est un film, il faut le savoir, c'est un film allemand. Et c'est considéré comme le premier film d'horreur de l'histoire, bien que Georges Méliès avait réalisé en 1896 ce qu'on appelle le premier film d'horreur original, Le Manoir du Diable. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, ça dure 3 minutes et quelques. Là. Ouais, c'est pas long. C'est pas très long. En général, d'ailleurs, la plupart des gens commencent leur carrière dans le cinéma d'horreur. Moi-même à 12 ans. Oui. Mon premier rôle, ça a été de jouer Dracula dans Le Vampire et l'étudiant, un film que je cherche toujours si jamais quelqu'un... Hello! Je le cherche toujours. Ma première réalisation aussi, ce fut un film d'horreur. Bon, revenons au cabinet du docteur Caligari. C'est un film, d'abord, évidemment, il y a beaucoup d'expressionnisme là-dedans. C'est l'expressionnisme allemand, c'était très, très populaire à l'époque. Ce qui est fantastique dans ce film-là, ce sont les décors, évidemment, le jeu de lumière. Là, vous allez vraiment arriver dans un nouvel univers. C'est là où on a une espèce de mélange de théâtralité, même, je pense, presque d'art visuel aussi, de rêve. Vraiment, c'est fantastique. Puis aussi au niveau de la scénarisation, c'est raconté presque au jeu. Et c'est l'histoire d'un... Je le dirai pas. Je ne vais pas vous le dire, mais c'est comme du Mesmer, mais pas mal meilleur. Ce qui est particulier, justement, quand tu parles de l'aspect scénique, c'est ça, c'est que les décors sont peints. Oui. Puis même les jeux d'ombre et de lumière sont peints. Exactement. Donc, il y a une scène où il y a comme un lampadaire de rue qui fait un cercle de lumière, mais c'est peint parce que les acteurs marchent dans ce rond-là et il n'y a pas d'ombre. Exactement. Donc, même les jeux d'ombre et de lumière, c'est de la peinture. C'est magnifique à regarder. C'est une œuvre d'art en soi. Oui. Je ne prendrai pas plus de temps parce que je veux qu'on continue dans l'œuvre allemande, dans oui, Nosferatu. D'ailleurs, tu l'affiches. Je me suis déguisé. Oui, Nosferatu, un film de 1922 qui est réalisé par Murnau. Alors, c'est le premier film de Dracula. Ça a été la première adaptation du roman de Bram Stoker. Même les producteurs se sont fait poursuivre parce qu'ils n'avaient pas les droits pour faire le film. Mais ce que j'aime de ce film-là, que je trouve qu'il a passé le temps, il a survécu au temps, c'est que même aujourd'hui, visuellement, je trouve que c'est des images marquantes qui sont très cauchemardesques. Oui, totalement. Autant on parlait de jeu d'ombre et de lumière, il y a des plans dans ce film-là que je ne montrerai pas à un enfant de 5 ans. Non, il donne carrément la chair de poule. Carrément. C'est ça. Ah oui, les scènes, là, quand il se lève, là... Alors, quand il se lève, le fameux classique de l'ombrage, le long du mur, tout ça. Donc, c'est un film qui a survécu au temps, qui se regarde encore aujourd'hui, que j'aime beaucoup regarder. C'est mon film que je regarde au moins une fois par année. Puis, si vous aimez Nosferatu, ou si vous ne l'avez pas vu, vous regardez Nosferatu, moi je vous suggère un film qui serait un bon complément, qui s'appelle Shadow of the Vampire.
qui raconte le making-of du tournage de Nosferatu, mais avec une twist où ce que William Dafoe, qui joue le personnage de Max Schreck, l'acteur qui joue Nosferatu, c'est que quand ils ont fait le film, il était tellement dans son personnage que l'équipe pensait que c'était un vrai vampire. Donc, ce film-là, Shadow of the Vampire, on joue avec cette légende-là. Oui. Donc, Nosferatu serait un vrai vampire dans le tournage du film de Nosferatu. Et puis, il y a John Malkovich, qui lui joue le réalisateur Murnau. Fait que si vous faites un programme double de ces deux films-là, vous allez avoir bien du plaisir. Et à savoir d'ailleurs que dans Salem's Lot, qui est une adaptation du livre de Stephen King, on a d'ailleurs pris le visage de ce Nosferatu-là, qui n'est pas du tout ce qu'on voit, ce qu'on lit dans le livre. Donc, ils ont utilisé ça. Ouais. Non, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le Nosferatu, le visage reste le visage du premier vampire. Oui. Pour tout le monde. Exact. C'est même pas Dracula qu'on retient. Non. Alors ça, ça passait le film. On va s'en aller un petit peu plus loin. On va parler d'un autre classique et là, on va pas s'éterniser là-dessus parce que tout ce que je veux vous dire par rapport à Psycho, c'est qu'évidemment, c'est le classique par excellence. C'est le film initiatique, je crois, pour tous en matière de films d'horreur. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Stéphane, toi, tu n'es pas un fan d'Hitchcock? Non, mais celui-là, je l'aime. Bon. Celui-là, je l'aime. Je ne suis pas un fan de Hitchcock. Moi, je l'avoue. Je ne veux pas parler de rien. Je veux juste dire qu'il y a des scènes chocs, il y a des répliques qui sont célèbres là-dedans. Et je dirais aux ados, oubliez la série Bates Motel, qui est une série cucu. Et c'est les ados qui se bourrent la face de Riverdale et tout ça, qui ne sont pas des classiques. Allez voir ce qui se fait de vrai. C'est vraiment à voir. Et là, vous allez avoir vraiment des surprises. Oui, il y a un changement de point de vue dans l'histoire qui est assez intéressant. Exactement. Ouais. Parlons du film que nous avons évidemment tous aimé en commun et qui est évidemment le classique par excellence pour la saison. C'est le film Halloween de John Carpenter. Et on ne parle pas de celui de Rob Zombie. Non, s'il vous plaît, parlez pas de celui de Rob Zombie. 1978. Celui de 78, l'original. Et il y a d'ailleurs qui aura, semble-t-il, une vraie suite l'année prochaine pour le 40e anniversaire. C'est évidemment un film réalisé avec peu de moyens, 300 000 $. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être Michael Bay avec 300 millions de dollars pour réaliser des choses fantastiques. Et se perdre dans ses effets. Exactement. Mais ce film-là, ce que j'aime, c'est, on pourrait dire, l'exercice de style. Moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, bon, j'étais jeune, c'est sûr que j'ai vu comme le premier niveau de l'image. Mais quand on le voit une deuxième fois, il faut revoyer le film là, et regarder ce qui se passe dans le fond de l'image. Ouais. Moi, quand j'ai revu le film la deuxième fois, j'ai fait « Ah, mon Dieu, mais le tueur était là. OK, hey, le tueur il est dans la fenêtre là. Ah, le tueur... » Écoute, là, c'est... Puis la musique... Il est témoin tout le long, puis c'est Carpenter qui a fait la musique. C'est Carpenter qui a fait la musique. Puis tu vois, il a fait la musique. Il est en spectacle, soit dit en passant, au Métropolis le 13 novembre. Ouais, puis la musique, tu vois, s'il n'avait pas rajouté ça au film, le film ne sortait pas. Quand il a présenté le film aux producteurs, la première fois, ils ont dit « c'est pas épeurant, ça marche pas, on sort pas ça ». Puis là, John Carpenter, il a fait la trame musicale. Wow. Puis là, les producteurs, ils ont dit « OK, ça marche, on sort le film ». Même la musique est rendue un classique. Tu l'entends, tu l'associes automatiquement. Oui, moi, je la faisais jouer à mes enfants pour leur faire peur. Ah, OK. Mais je continue à le faire. Mais non, effectivement. Et comme de quoi, on en discutait tantôt, Gary et moi, comme de quoi, à l'époque, la musique était tellement importante. Et aujourd'hui, les compositeurs de musique, bon, ils composent n'importe quoi, ils mettent ça. Ça devient du générique. C'est vrai qu'il n'y a plus de thème de film mémorable. Tu ne vas pas dans ton auto siffloter la musique de tel film. Comme on le faisait à l'époque pour Superman ou peu importe, les John Star Wars, et je crois que pour ce film-là aussi, évidemment, John Carpenter voulait rendre un hommage à Hitchcock, c'était évident. Évidemment par l'utilisation de la fille, Jamie Lee Curtis, la fille de Vivian Leigh. Mais aussi que je pense qu'il y avait une utilisation très intelligente du personnage de Michael Myers, qui était un simili-Jaws, comme Jaws qu'on ne le voyait pas, mais Michael Myers, on le voit à peine. C'est un petit peu la même utilisation, je crois. D'où la raison pourquoi il est encore plus épeurant, parce que lorsqu'il fait ses apparitions, tu t'en attends pas. Exactement. Ou tu penses que, mais il n'y arrive pas. C'est ça. Puis tu surprends, puis c'est tellement le fun. Mais l'autre aussi, la force du film, c'est le personnage du Dr. Loomis, qui nous raconte tout ce qu'il a vécu avec Michael Myers à l'asile. Je voyais le mal. Fait que nous autres, comme spectateurs, on s'en imagine. Puis c'est là que le remake de Rob Zombie vient tout saboter. Tout le personnage de Loomis, dans la version de 78, ça amène beaucoup à la mythologie du personnage. Avec la fameuse et si vous voulez avoir du plaisir en regardant Halloween, faites-vous une carte géographique en même temps que le film
Tu déroules, vous allez voir, ça marche pas partout. Non, effectivement, ça fonctionne pas du tout. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Le Feather X, il part là, la maison est là, ils s'en vont là, mais attends, il entend crier, mais il est rendu là. En tout cas, faites-vous une carte en même temps, là, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça. Ça arrive des fois quand on fait des films d'horreur, on en a déjà fait. Ouais. Parlons maintenant d'un autre classique. Moi, je le considère plus comme un film de science-fiction, mais quand même, ça fonctionne évidemment dans l'horreur. C'est Alien, le fameux film de Ridley Scott. C'est un des premiers films science-fiction horreur, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans ce genre-là. Il y a des scènes incroyables là-dedans. Non, mais qu'est-ce qui est vraiment plaisant? C'est dans ce film-là, premièrement, il a été tourné vraiment un petit budget. Oui. Au départ, ils ont réussi à grossir le budget, mais plus ça avançait, plus la production embarquait, mais sinon, il était pas mal réticent. Et aussi, Sigourney Weaver, c'est une des premières super-héroïnes. Oui. Avant, la plupart des fois qu'on montrait une femme en position de pouvoir ou quoi que ce soit, c'était pas crédible. Pas qu'elle n'était pas bonne, mais c'était pas crédible. Mais avec elle, ça passe. Et Alien, dans le premier, on le voit pas tant que ça. Non, exact. Donc, tout le long, lorsque tu es en train de chercher la maudite bébé que tu ne trouves pas, puis tu entends des sons et ton imagination embarque dedans, tu capotes encore plus. Tu sais, des fois, tu sais, le gars, il se retourne, la seule chose que tu vois, c'est une gueule qui est ouverte. Ton cœur a arrêté complètement. Tu sais, il nous garde tout en suspense. Et en plus, à la fin, pour te débarrasser de la bébé, quand tu penses que tu en as débarrassé, tu n'as même pas fini avec. Alors, moi, c'est un classique, un peu à la jazz, où est-ce que le méchant n'est pas tout le temps là, mais quand il est là, ton cœur y va. Là. Exactement. Alors, j'ai vraiment... La question du suspense, d'ailleurs, je pense, fait la force des années 70-80, alors qu'on ne nous garoche pas tout le temps le fameux méchant qui nous arrive dans la caméra. Tout ça, c'est très, très fatigant. Comme on va le faire, d'ailleurs, dans Shining, qui est probablement le film par excellence de suspense, où le malaise est grandissant grâce, évidemment, à la performance de Jack Nicholson et grâce à cette bande sonore incroyable, la recherche musicale que Stanley Kubrick a fait durant ce film-là, qui est extraordinaire, qui est fantastique. Oui. On se sent tellement pas bien dans ce film-là. C'est incroyable. Puis aussi la technique là-dedans, c'est il tourne une façon de perspective. Oui. Je me souviens pas le terme exact de sa façon de tourner. Mais il y a des scènes, quand tu le regardes, tu as l'impression d'être toujours dans un couloir, mais finalement, tu commences à capoter un peu parce que ton imagination et l'histoire qui se passe et qu'est-ce qui mélange. Ça devient complètement fou, qui fait que quand l'autre devient fou, tu n'es pas sûr s'il est là déjà, mais il l'est. Puis donc... c'est vraiment une sensation de malaise incroyable tout au long du film. J'ai eu la misère à le voir la première fois, puis ça m'a pris 2 fois. J'ai la misère à le voir. Non, je ne l'ai pas encore vu. C'est encore, et pourtant, comme je vous le disais tantôt, j'en ai vu énormément de films d'horreur, et c'est probablement le seul film où il y a des moments où je sais que la scène s'en vient et je ne me sens pas bien. Je sais que je vais avoir un frisson, que je vais avoir froid dans le dos. Donc, c'est vraiment un film incroyable à voir. Et c'est sans doute le meilleur film d'horreur jamais fait, qui s'inscrit probablement aussi dans les meilleurs films jamais faits qu'on doit voir. C'est une belle époque pour l'horreur aussi, parce que dans fin 70, début 80, les films d'horreur racontaient vraiment une histoire. Là. On nous racontait quelque chose qui tenait la route, même si c'était un peu invraisemblable, mais qui tient la route, qui rend ça un peu plus épeurant. Et le fait, du suspense, là. Qu'on te fait attendre pas trop longtemps, juste assez pour te donner la chienne. On sait que Stephen King a toujours dénigré le film, mais là, il aura eu tort sur toute la ligne parce que lui-même aura refait une télésérie qui était très, très mauvaise. Et en tout cas, bref, même si le roman, même dans ce cas-ci, étrangement, son roman est moins bon que le film. Oui, c'est tout dire. Ça c'est la force de Stanley Kubrick, même s'il y a des gens qui l'aiment pas, n'est-ce pas? Oui, non, mais dans certains cas. Non, mais c'est souvent, je trouve que ces films sont aussi bons ou meilleurs que le livre dans lequel il a été inspiré. On s'en va dans un autre univers, on s'en va dans le royaume des loups-garous. OK, The American Werewolf in London. Ça, c'est John Landis. Il a écrit ce scénario-là quand il avait 18 ans, après avoir vu le film de Don Chaney. C'est Wolfman. Qu'est-ce qui est le fun dans ce film-là? C'est le fait que tu as 2 gars qui sont en pack-sac. Il y en a un qui se fait attaquer, c'est classique. L'autre a un survie. Mais là, il est en train pendant qu'il est en train de récupérer de ses blessures, il voit son ami qui est mort.
mais il est en lambeaux. Le maquillage, d'ailleurs, je pense que le gars de l'Oscar, Rick Baker, il a gagné un Oscar pour le make-up là-dessus. Mais plus ça va, plus les personnages, les victimes, quand ils les voient, là, sont complètement en train de... Ça fait vraiment dégueu et réel. Oui, c'est dégueu. La décomposition, c'est dégueu. Oui, mais c'est le fun. Et en plus, musicalement, lui, il a fait une recherche de pratiquement toutes les tunes qui avaient le mot « moon » dedans. Il les a mis dans le film, ceux qui pouvaient, du moins. Et il y a certaines scènes où, tu sais, comme quand le gars est en train de se faire dépecer, puis tu entends une tune super lente, le contraste dans l'action est débile. Et aussi, c'était une des premières transformations de loup qu'on voyait. Il y en a des. Oui, puis la première fois que j'ai vu ça, là, ça me faisait mal. Oui. Quand tu vois les doigts qui s'étirent, puis le talon d'Achille, la cheville qui s'étire, puis le museau, la première fois que j'ai vu ça, je fais « Oh, que ça a l'air de faire mal! » C'est ça. Puis pas loin après, il y a Howling. Moi, j'ai un petit fait pour Howling. Mais lui, la transformation était plus réussie, mais il était... La fin est plus dramatique, à mon avis, quand Dee Wallace mais American Werewolf in London, il y a quand même une partie humour. Oui. Il y a des scènes qu'on rit. John Landis était aussi un réalisateur qui a fait des comédies. Ah oui, Blues Brothers. Oui, exactement. Et suite à ça, ça l'a amené à faire le vidéo Thriller de Michael Jackson. Oui, qui est un classique en soi. Qui était un de ses fans. Tu as l'air d'aimer les films de transformation, puisque tu nous parles aussi du film The Thing, qui est un grand classique de John Carpenter. Oui, The Thing... Il y a pas à confondre, celui-là, il a été fait en 1982. Là, tu nous parles parce qu'il y a deux films de Thing qui sont bons quand même. C'est ça. Le 2011, c'est qu'est-ce qui se passe avant celui-là de 1982. C'est quand même un bon film, là. Oui, qui est quand même intéressant. Mais le premier Thing, qu'est-ce qui est vraiment plaisant? Tout commence, une chasse à un chien avec l'hélicoptère, tu comprends pas vraiment. Mais plus ça avance et puis que tu vois le chien, OK, il y a vraiment une intelligence derrière ça. Sa métamorphose, puis comprendre que c'est une bébête qui vient de l'espace, mais c'est le stress qui te donne. Et l'originalité de tes métamorphoses, des transformations qui n'avaient jamais été vues dans le temps. Là, mais une des images classiques qui me reste dans la tête, c'est lorsqu'effectivement, il y a une tête qui veut se sauver parce que c'est qui lui pousse des pattes. La première fois que j'ai vu ça, là, le cœur m'a levé. Le cœur m'a levé. Écoute, toute la tête gluante. Mais c'était génial, ça. Ouais, mais il n'y a pas juste le côté gore. Comme tu dis, moi, j'aime beaucoup le côté paranoïa qu'il y a dans le film, là, justement, à cause de cette créature-là. Je veux dire, la scène où il teste. Tout le monde passe un test. Là, c'est là que le climat intense de parler qui est quoi. Exactement. Moi, je pense que c'est ça qui est la force. Oui, il y a le côté gore, mais... C'est ça, mais tout le monde doute de tout le monde. Tu crois plus à rien. Un petit peu comme dans Alien aussi, cet aspect-là qu'on connaît. On sait plutôt... C'est un whodunit, en fait. C'est une espèce de whodunit qui est assez intéressant. On s'en vient, on arrive vraiment dans le plus moderne. Là. On est passé des années 20, on arrive en 2010 avec Insidious. Oui, Insidious, qui est réalisé par James Wan. Oui, le réalisateur de ça. Là. Qui avait amené ça. J'ai hésité entre The Conjuring ou Insidious. Mais pourquoi j'ai mis Insidious? Parce qu'il l'a fait avant Conjuring. Ce que j'aime de ce film-là, premièrement, je l'ai vu au cinéma. Juste le générique d'ouverture, là, j'ai jamais vu une salle se fermer la trappe aussi vite que ça. Juste par la musique, l'espèce de note d'orgue, en tout cas, la salle. Puis, mais ce que j'aime de ce réalisateur-là, et avec ce film-là, c'est que c'est un jeune réalisateur. Il est, peut-être parce qu'il est plus jeune, mais il était tanné des films avec les fausses peurs. Tu sais, le vent, la porte claque, tout ça. Il a dit, moi, dans mes films, quand il se passe de quoi, c'est parce qu'il se passe de quoi. Donc, si tu entends un bruit, c'est parce qu'il y a un fantôme, puis tu vas le voir, tout ça. Donc, il y a une nouvelle approche, il niaise moins son spectateur. Donc, c'est ça que j'ai aimé de Insidious. Puis, avec ce film-là, il s'est établi, comme je dirais, un nouveau maître de l'horreur pour une nouvelle génération. Tu sais, c'est comme le nouveau John Carpenter, le nouveau Wes Craven. Tu vois, à cette heure, quand il y a un film d'horreur, c'est son nom qui est signé dessus comme réalisateur. Le monde va le voir. Le Conjuring 2, ça a marché parce que c'est lui qui l'a réalisé. Ça a été une surprise au box-office, mais il a fait sa crédibilité là-dedans. Puis justement, il amène un nouveau style, que j'appellerais le style « je niaise pas le spectateur ». Exactement, mais l'originalité aussi. C'est ça. Parce que on n'avait pas vu ce type de réalisation-là, comme tu dis. Il a vraiment bien pensé, mais il faut être un amant comme toi pour en penser à quelque chose comme ça. Oui, mais ce que j'aime aussi de ces films, c'est qu'on arrête de mettre ce que j'appelle le déni.
Ouais. Tu vois, dans Conjuring 2, c'est la même chose. C'est, là, il se passe de quoi? On appelle la police. C'est pas genre, voyons donc, ça se peut pas. Non, il se passe de quoi? La police le voit, tu sais. Fait qu'on rentre bang dans l'action. On perd pas de temps pendant une demi-heure de ça se peut pas, mais t'hallucines, mais pourquoi? Fait que je trouve que ce réalisateur-là, il a vraiment fait sa place dans le cinéma d'horreur pour une nouvelle génération. Pour notre dernier film, vous pouvez continuer à respirer à la maison parce qu'on parle de Don't Breathe, un film qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est l'originalité de l'approche. Parce que là, la mode, c'est toujours les entités qui viennent des ténèbres, les fantômes, justement, avec Insidious, The Conjuring, même le film Lights Out, c'était une entité. Ce film-là, ça se passe dans le réel. C'est 3 jeunes qui veulent faire un vol dans une maison, puis sont confrontés à un aveugle. Ils se sont dit, ça va être facile. Finalement, l'aveugle leur donne du fil à retordre. Mais dans ce film-là, il y a le style que j'aime, mais il y a une twist à la fin du film, que je ne vendrai pas le punch, où je compte montre que l'horreur, c'est pas nécessairement des couteaux puis du sang qui revole. Il y a un aspect d'horreur psychologique. En tout cas, moi, quand j'ai vu le film, je me tordais les orteils sur ma chaise. Je fais « Ah non, on s'en va pas là ». En tout cas, c'est intéressant pour ça, puis c'est ça que j'ai trouvé rafraîchissant. On laisse de côté les fantômes, les entités vont tomber dans quelque chose de plus concret. Plus réel. Je suis obligé de vous arrêter là parce que notre caméraman est en train de manger tous les bonbons. Moi, je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne, à réagir aussi aux films dont on a parlé, nous en proposer d'autres évidemment, puis allez nous visiter aussi sur Facebook. Vous allez pouvoir découvrir d'autres films dont on veut vous parler. Et on en a quelques autres aussi, on en a fait quelques mentions de quelques-uns, mais on en a d'autres à vous suggérer. On vous retrouve très bientôt. À très bientôt, au revoir.